Madame, Monsieur, bonsoir. On en sait plus sur le complot terroriste qui visait le Maroc et qui a été déjoué la semaine dernière. Et nous consacrons cet épisode à l'analyse des éléments détaillés dévoilés lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui par le Bureau central d'investigation judiciaire, le BSIJ, à la suite du démantèlement mercredi dernier d'une cellule terroriste affiliée à Daesh et prête à passer à l'acte et à frapper le Maroc. Dirigée depuis le Sahel par un certain Abdelrahman Sahraoui, cette cellule recevait des instructions directes pour mener des attentats sur le sol marocain contre les Marocaines et les Marocains. Une vidéo présentée lors de la conférence de presse confirme les liens étroits entre ces terroristes et la branche sahélienne de Daesh. Après un an de surveillance, les forces de sécurité ont mis fin à leur projet meurtrier. L'opération a permis de saisir un véritable arsenal de guerre, des fusils, des munitions et des documents stratégiques en provenance du Mali. On en sait plus aussi sur le profil des 12 terroristes arrêtés. Ils ont un point en commun, leur faible niveau d'instruction. Alors que l'enquête se poursuit, une chose est sûre et claire, la vigilance est on ne peut plus importante et la vigilance des services de sécurité marocains reste un rempart contre le terrorisme international. J'accueille et j'accuse aussi ce terrorisme qui vise notre pays. J'accueille ce soir l'analyste en stratégie, défense et sécurité, Nizar Dardabi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Khadija, merci de l'invitation. Mais un plaisir renouvelé de vous accueillir. Avec nous aussi le politologue et professeur de droit à l'Université de Rabat, professeur Mustafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Avant tout, il est important de souligner que les enquêtes et la surveillance des activités des membres de cette cellule terroriste qui se sont autoproclamés les lions du califat au Grand Maghreb, eh bien, ces investigations ont duré près d'un an. Je vous propose à ce sujet d'écouter le directeur du Bureau central d'investigation judiciaire, Chelkhaoui Hboub, et on revient à la discussion juste après. وجب التأكيد على أن عمليات البحث والتتبع Il est important de souligner que les opérations de recherche et d'enquête sur les activités des éléments de cette cellule terroriste qu'ils ont nommée Lion du Khalifa au Maghreb al-Aqsa ont duré près d'un an et c'est ce qui nous a permis d'arrêter ces 12 membres à Al-Ayoun, Casablanca, Fès, Taounet, Tanger, Azmour, Gersif, Oulet Taïma et Temsna dans la banlieue de Rabat. Nous avons donc pu les arrêter après avoir tenté de déterminer les lieux qu'ils comptaient cibler dans plusieurs villes du royaume. Professeur Sahimi, peut-être un commentaire d'abord sur les résultats de ce travail de fourmi qui a été fait par les forces de sécurité depuis 12 mois sur cette même cellule terroriste démantelée mercredi dernier. C'est un travail important qui porte sur plusieurs domaines. Mais je voudrais observer, pour commencer, ceci. Nous avons affaire, pour la première fois, à un grand réseau terroriste. Qui avait programmé, ils sont 12, au stade actuel des enquêtes, et ils avaient programmé des attentats terroristes dans 9 villes du royaume. La géographie est intéressante. C'est-à-dire, ça va de Gersif à... On peut voir la carte, effectivement, et de la provenance de chacun, enfin, en tout cas, des arrestations voilà qu'il y a les eu. différentes villes. Ça va 2 à Temsna, une arrestation à Zemmour, 3 à Casablanca, et tout s'est fait, rappelons-le, de manière simultanée. Et même l'Ayoun, ce qui est intéressant, ça prouve qu'il y avait une construction terroriste pour donner l'idée que tout le royaume donc avait fait l'objet de ces attentats terroristes. Première observation. Deuxième observation, l'arsenal qui a été saisi. C'est la première fois, me semble-t-il, qu'il y a comme on l'a relevé, des armes de guerre. Les 2 Kalachnikov. D'habitude, c'est un pistolet, c'est ceci, des armes blanches, un sabre, etc. Donc c'est quand même extrêmement intéressant et ça prouve que la poussée terroriste donc, qui est menée
par les tenants de ces actes-là vise à passer à un stade supérieur de terrorisme, donc parce que les dégâts peuvent être faits par des armes de guerre, c'est extrêmement important. Il y a, ça nous distingue de deux autres stades inférieurs. Le stade de la petite cellule, je pense à aux arrestations des 4 personnes à Hadsoualem le 26 janvier, c'était 3 frères et quelqu'un d'autre, etc. Et un dernier stade basique, si je puis dire, ce qu'on appelle le loup solitaire. Alors, maintenant, sur les techniques d'investigation, il faut saluer évidemment ce travail de la DGST BCIJ a été mené pendant une bonne année. Une bonne année, ça implique quoi? Ça implique une veille, ça implique une étude, ça implique le fait de traquer un certain nombre de profils, etc. Je crois que c'est important et c'est à mettre au crédit, évidemment, de cette direction. Oui, surtout que, justement, ce travail a permis de démanteler pas moins de 40 cellules ayant des liens directs avec des organisations terroristes depuis la création du PSIJ. Nizar Derdabi, il est aussi important de peut-être rappeler les éléments qui ont permis aux enquêteurs de déterminer l'aspect vraiment imminent du passage à l'acte de ces terroristes arrêtés. Oui, effectivement, ça a été déclaré par M. Habboub Sharqawi, directeur du PSIJ. C'est le résultat d'un travail de longue haleine. Ça fait une année que les services de sécurité, le PSIJ, la DGST, surveillent de près cette cellule terroriste, plutôt cette organisation qui fait appel à plusieurs cellules éparpillées à travers le royaume, comme l'a dit le professeur Saimi. Et donc, on imagine que si les services de sécurité ont pris tout ce temps, c'est pour une raison très simple, d'essayer d'identifier tous les acteurs, toutes les cellules et tous les candidats au djihad. Parce qu'il est important d'arrêter des gens qui vont passer à l'acte, mais il est aussi très important d'essayer d'identifier d'autres profils qui sont en lien avec ces cellules. Et d'ailleurs, le directeur du PSIJ l'a soulevé ce matin dans sa déclaration lors du point de presse. Il y a des combattants marocains dans les rangs de ces organisations terroristes, et même ce sont des princes de guerre qui ont déjà gagné des galons parce que ils y sont. Donc il y a aussi le fait que c'est intéressant peut-être, professeur Derdabi, de démontrer cette différence entre ceux qui peut-être dirigent de loin, ce sont des étrangers qui dirigent de loin des opérations sur le sol marocain, mais aussi ceux qui sont partis faire ou rejoindre les rangs de Daesh. Les candidats à l'appel du djihad qui a commencé dès 2013 avec la naissance de l'État islamique en Syrie et en Irak. Ce qu'on vit actuellement au niveau du Sahel, ce n'est que le prolongement ou bien un déplacement, suite bien sûr à tous les défaites qu'a connu l'État islamique suite à l'intervention de la coalition internationale, on ne va pas entrer dans les détails, mais l'épicentre du terrorisme s'est déplacé maintenant au niveau du Sahel et nous nous trouvons malheureusement à portée de tir, si on peut utiliser le terme militaire, de ces organisations. Vous l'avez dit, donc il y a des Marocains, mais aussi diverses nationalités. Et comme l'a dit M. Habboub Sharqawi, nous avons affaire actuellement à une menace interne, mais aussi externe. Externe de par les commanditaires, vous avez cité le nom tout à l'heure, mais également interne. Qui se fait appeler Sahraoui. C'est ça. C'est un haut gradé, on peut dire, si je puis me permettre l'expression. C'est un haut gradé, c'est un dirigeant qui dirige les opérations. Bras sahélien de Daesh. Exactement, parce qu'on sait que Daesh, c'est une nébuleuse à travers mondiale, et chaque région, on sait aussi que, comme on l'a dit, l'épicentre, c'est l'Afrique. La force de frappe actuellement qu'a Daesh, c'est surtout en Afrique. Et ce Abdelrahman Sahraoui est la personne et la tête pensante, si vous voulez, qui dirige les opérations au niveau du Sahel. Donc le commanditaire, c'est bien lui, ce qui démontre l'importance qu'a donnée l'organisation à cette attaque. Et puis il a envoyé un message, on l'a écouté pendant le point de presse, et des éléments très importants à soulever dans ce message, Nizar Derdabi. Si on peut peut-être revenir avec vous sur les principaux messages qu'il a adressés à ses fidèles, on va dire, ou à ses suiveurs-là qui voulaient passer à l'acte à travers ces opérations qui ont été démantelées. Alors, pour le commanditaire, c'est simple, c'est que le Maroc est devenu maintenant une cible qu'il faut frapper et qu'il faut frapper très fort. Pourquoi ?
Pourquoi? C'est le modèle marocain de stabilité, un État démocratique, stable, d'obédience religieuse islamiste, mais tolérante. Donc tout ça fait que le Maroc est une cible privilégiée, et surtout aussi parce que le Maroc est un bastion de paix et de sécurité dans cette région. Donc le fait d'attaquer le Maroc et de commettre tous ces attentats avec cette ampleur, ça aurait donné plus de force et de légitimité à Daesh pour montrer qu'aucun pays n'est prémuni de leurs menaces directes. C'est mal connaître les services de sécurité marocains. Mustafa Sahimi, oui. J'ajoute que Abdelrahman Sahraoui est un Libyen d'origine avec un parcours qui a commencé en Libye, puis s'est installé maintenant au Sahel. Il y a une dizaine d'années, c'était une cellule tout à fait modeste. Et au fil des ans, c'est devenu aujourd'hui une province de Daesh, une province territoriale, bénéficiant de quoi? Bénéficiant évidemment de la situation qui prévaut dans les pays concernés, notamment au Mali. Et c'est une province, donc, qui est entre les mains de Daesh et d'Abdelrahman Sahraoui, et c'est une province qui est au nord du Mali, et ça pose beaucoup de problèmes au Mali, évidemment, mais ça, c'est un autre débat. Vous avez parlé des Marocains qui sont impliqués. Il y a deux profils de Marocains, me semble-t-il, impliqués dans les mouvements terroristes. Il y a un profil que j'appellerais un profil local pour le marché local, si je puis dire. C'est les éléments qui ont été arrêtés donc, au cours des derniers mois, etc. Et puis nous avons là un profil local, mais à l'export, si je puis dire, avec quoi? Avec 130 Marocains qui ont été identifiés dans les réseaux de Daesh en Afrique et ailleurs. Savez-vous que l'opération terroriste qui a conduit à des dizaines de morts le 31 décembre 2024 à Mogadiscio, en Somalie, a été menée par un Marocain? Le responsable était un Marocain. Donc c'est ça qui est préoccupant, c'est pour ça que vous avez raison de relever, interne mais externe du fait de la connexion. Maintenant, pourquoi le Maroc? Le Maroc est visé. Enfin, vous répondez à ma question. Oui, j'ai fait une longue transition. Merci. Le Maroc est visé parce qu'il s'est affirmé aujourd'hui comme une puissance antiterroriste. Je crois que c'est important. Et ça vient d'une capitalisation, d'une politique sécuritaire, d'une politique multidimensionnelle, j'y reviens pas, c'est connu, sociale, économique, etc., de déradicalisation et également d'endoctrinement, mais dans le bon sens du terme, pour se sortir des slogans et de la propagande islamiste. Et le Maroc offre un terrain privilégié. Pourquoi? Le Maroc est à 15 km de la côte espagnole, donc la côte européenne. Le Maroc a mis au point une stratégie de lutte antiterroriste qui donne des résultats, qui est un modèle à l'international. Le Maroc a un statut international dans la lutte antiterroriste. Je rappelle quand même, le Maroc a organisé en mai 2022 la conférence de Marrakech de la coalition mondiale contre Daesh qui réunissait pas moins de 80 pays. Le Maroc est coprésident. Donc c'est un projet stratégique pour Daesh, oui, en fait, parce que qui se préparait. Il est en première ligne et il a mis au point une stratégie en même temps qu'un mode d'emploi et en même temps qu'un certain nombre d'éléments de nature à donner des résultats. Le Maroc préside le groupe de travail Afrique. À Rabat, il y a le siège, du bureau de l'ONU pour ce qui est donc de la lutte antiterroriste. C'est un modèle en matière de sécurité, un modèle d'éducation, de réinsertion. Et le Maroc a une politique proactive. Et je crois que tout ça fait qu'il est ciblé parce que le verrou pour Daesh, le verrou qui résiste, le mur, c'est le Maroc. C'est pas le cas en Algérie. Vous savez que Daesh a une situation ambiguë, notamment la frontière sud algérienne et nord du Mali. C'est une zone tout à fait ambiguë où les services de sécurité algériens ne font pas leur job, mais ça c'est connu. Le Maroc également se distingue de ce qui se passe en Tunisie, ailleurs, etc. Et c'est pour ça que le Maroc est en pointe, c'est pour ça qu'il est visé. Et je crois que c'était important de le relever. L'ouverture aussi du Maroc, l'ouverture sur le monde, sa politique multilatérale dérange aussi ces membres de Daesh. Alors, il est intéressant aussi de revenir sur cet arsenal d'armes. D'où proviendraient ces armes? On parle d'un Libyen. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Libye, bien évidemment, facilite
la circulation des armes. Mais un autre élément, c'est cette dualité entre la contrebande en tout genre et les organisations terroristes, comment ces armes auraient pu entrer sur le territoire et d'où proviendraient-elles, en sachant que, eh bien, ils ont pris le soin d'effacer les numéros de série pour justement brouiller les pistes. Bon, ça c'est classique. C'est une opération qui est faite par les terroristes, mais aussi par tous les milieux criminels pour effacer, pour qu'on n'ait pas de traçabilité, connaître quelle est l'origine des armes. Parce qu'en ayant le matricule, les manufactures sont connues à travers le monde. On peut, à travers des commissions rogatoires, demander et avoir la traçabilité des armes. Vous avez cité un autre élément qui est très important, la Libye. On sait, tous les analystes sont d'accord, sur le fait que l'expansion du terrorisme au Sahel et le renforcement en termes d'armes et de capacités, l'origine, ça a été la chute du pouvoir de Muammar Kadhafi, qui a causé malheureusement on va dire, l'éparpillement de toutes les armes, les entrepôts d'armement, etc. On sait ce qui s'est passé après la chute de Muammar Kadhafi. Il y a eu une division au sein de l'armée, etc. Et toutes ces armes ont alimenté tous les pays du Sahel, que ce soit d'abord les groupes et les organisations criminelles qui étaient spécialisés dans le trafic d'armes, trafic de drogue et toute autre pratique, mais également les petites cellules terroristes auxquelles on a donné les capacités militaires pour monter en puissance et tenir tête aux forces armées. C'est une des raisons qui font maintenant que ces groupes terroristes sont parvenus à lutter presque d'égal à égal dans des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, grâce à cet arsenal militaire. Mais on n'a pas l'origine. C'est très inédit de voir des armes comme ça. C'est pas une première, mais on sait comment le Maroc est très minutieux et très soucieux de contrôler ce genre de trafic. Oui. Comment cela se fait-il qu'ils se retrouvent avec autant d'armes cachées dans un endroit à peine accessible? Parce que ce que je peux dire, c'est que ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas trouvé ces armes au niveau des cellules, par exemple, à Had Soualem, à Al-Ayoun, etc. Donc pour moi, ça explique une chose, c'est qu'il y a une difficulté pour ces cellules à introduire les armes dans les villes. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a une très bonne surveillance, un très bon quadrillage du territoire national. On le sait chaque jour, les gens qui prennent les routes. On a des barrages au niveau des routes, dont une des missions est de contrôler effectivement qu'il y ait, on contrôle les usagers de la route, mais également les marchandises transportées. On a aussi un très bon maillage. J'ajoute, si vous permettez, la veille citoyenne. J'allais poser une question là-dessus. J'allais poser la question sur notre responsabilité, notre rôle aussi en tant que citoyen. Effectivement, oui. C'est sur quoi je voulais développer mon argumentaire, c'est que le Maroc est connu pour la force de son human intelligence. C'est-à-dire qu'il est très difficile dans un quartier populaire de voir arriver des personnes sans que ces nouveaux arrivés ne soient identifiés et que ça arrive aux oreilles des services de sécurité. Donc imaginez comment on peut introduire des armes dans des villes. Donc ça, c'est le côté qui est rassurant pour moi, mais on est en droit de se poser la question d'où proviennent ces armes. Je pense que la position géographique ne fait aucun mystère. Les armes ont été trouvées à moins de 30 km de la frontière Est avec l'Algérie, dans un endroit reculé de la ville de Boundnib, difficile d'accès. Donc cette cache d'armes, avec quelques indices qui ont été révélés par les enquêteurs, comme les journaux dans lesquels étaient enveloppés tous ces armes, la date, etc., on a une idée précise et on sait que ces armes ont été introduites entre le 29 janvier, date du journal qui a été trouvé sur place. Malien, exactement. Et je pense que, à mon avis, tout ça montre qu'il y avait une imminence du passage à l'acte. Et grâce à leur surveillance et services de sécurité, je pense, ont compris que c'était le moment opportun pour intervenir. Si vous permettez, j'ai une autre lecture. Je m'interroge, vieux réflexe, sur le fait qu'on ait enveloppé ces armes avec des journaux maliens. Ce qui était le meilleur moyen de donner une traçabilité. Je pense que c'est un leurre. C'est un leurre, c'est-à-dire parce que ça ne se fait pas. Dans les règles de la clandestinité, on ne laisse pas de traces ni d'un journal daté, ni rien du tout. Volontairement, on a utilisé les journaux maliens pour dire que ça vient du Mali, c'est une opération malienne, etc.
pour tenter de blanchir et dédouaner qui? Le pays voisin. Boudnib est à 20-25 km de la frontière algérienne. Et je ne peux pas accepter ceci, c'est-à-dire que les services algériens soient totalement blancs dans cette affaire-là. Je pense que c'est une opération qui a bénéficié du concours direct ou indirect de services frontaliers algériens, et je pense qu'il faut mettre les choses à plat. Deuxième élément, j'ai parlé de la veille citoyenne, c'était dans une cache. Le problème, c'était d'acheminer ces armes-là sur les 9 villes du royaume, et ça implique des moyens de transport, soit en car, soit en camion, soit en voiture. C'est difficile dans un bus de venir avec un sac où il y a une Kalachnikov, etc. Donc tout ça est quand même assez compliqué. Alors, dernière question, ou avant-dernière question, d'abord, Abdelrahman Sahraoui, on en a très peu parlé, messieurs. Il est où? Il serait où? Il est dans le Sahel, mais où? Parce que vous avez dit, bon, il serait au Mali. Évidemment, il ne donne pas son adresse, mais ce que l'on peut confirmer, c'est qu'il est identifié comme étant en opération au Mali. Au Mali, c'est important, avec évidemment une liberté de mouvement, etc. Mais il est au Mali, il n'est pas en Libye, il n'est pas en Algérie, il n'est pas en Tunisie, il n'est pas ailleurs. C'est au Mali, donc c'est quelqu'un évidemment qui veille à assurer beaucoup pour sa sécurité et la mobilité, mais c'est un responsable important. C'est un responsable parce qu'il est à la tête aujourd'hui d'une province au Mali, une province de fait. Et donc c'est important. Et ça prouve qu'il a des moyens maintenant, il a monté un système, il a monté un écosystème. Comment recrute-t-il? Alors, le recrutement se fait de différentes manières. Le recrutement, c'est d'abord le recrutement en ligne, fondamentalement. Il n'y a pas d'école de formation, c'est-à-dire pour le recrutement en ligne. Et à partir du recrutement en ligne et des relais locaux, il y a une correspondance qui se fait et donc un suivi. Deuxième élément qui se fait aussi, c'est les contacts. Les contacts avec soit des cellules locales, soit des cellules régionales. Troisième élément, c'est la soumission de projets de planification d'attentats. C'est lui qui fournit donc le mode d'emploi et les conditions pour réaliser, etc. Et ça se fait comme ça. C'est le réseau. Le réseau, c'est le réseau en ligne qui est malheureusement le cadre exceptionnel de recrutement de ces profils-là. Des profils qui, rappelons-le, n'ont un niveau d'instruction qui reste très faible et très important de le rappeler. Encore une fois, dernière question pour Nizar Derdabi. Quelles sont les prochaines étapes de l'enquête et des expertises techniques menées par les services concernés? Je vais revenir rapidement à la question sur Abdelrahman Sahraoui. Oui. Bien évidemment, il se trouve dans le Sahel, probablement dans la zone des 3 frontières. C'est la zone qui est tenue par les groupes terroristes, que ce soit affiliés à Daesh ou bien l'État islamique. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il a une plus grande liberté d'action. Depuis que les Français ont quitté le Mali, le Burkina Faso, etc., mais aussi la base américaine qui se trouvait au Niger. La base américaine qui se trouvait au Niger, oui. Qui a aussi été libéré sur demande des autorités de transition. Tout ça pour dire que lui, ainsi que tous les grands chefs des groupes terroristes, sont très surveillés par tous les services de sécurité africains, mais aussi occidentaux, et qu'actuellement, ils ont une meilleure liberté d'action, mais ils n'ont aucun intérêt à sortir de cette zone où ils n'ont pas de crainte à être attrapés ou bien même à être neutralisés par des drones, qui d'ailleurs ces drones n'existent plus avec le départ de Barkhane et des Américains. Pour revenir aux prochaines étapes de l'enquête, donc actuellement, le PSIJ a mis 1 année pour essayer de trouver tous les liens, toutes les ramifications du réseau, pour essayer aussi d'identifier d'éventuels autres profils, parce qu'on sait que ces éléments, ces cellules dormantes qui sont actuellement au Maroc, qui ont été arrêtées, il y a probablement d'autres candidats au djihad. Donc la prochaine étape, c'est peut-être d'essayer de trouver les liens, mais plus important, comme vous l'avez dit, c'est qu'il faut déterminer quelle est cette route ou quelle est cette filière qui a permis d'introduire ces armes, parce que nous n'avons jamais été habitués au Maroc à ce qu'un arsenal de guerre soit introduit sur le territoire marocain. On se rappelle tous les actes terroristes qu'il y a eu. Entre Marrakech, ça a été
un loup solitaire qui a confectionné un explosif artisanal. La même chose pour Imlil, c'est l'arme blanche. Et ça, c'est un événement qui est assez grave, qui a été souligné par le professeur Sahimi. Et je pense que tous les efforts de l'enquête vont être dirigés pour essayer de voir quelle est cette filière et voir si, éventuellement, il y aurait d'autres armes qui auraient été introduites. Une dernière question, mais vraiment en 2 mots, le rôle de la coopération internationale, que le Maroc a aussi aidé l'Espagne à démanteler une cellule terroriste il y a 3 semaines. Tout à fait, c'est extrêmement important. Le Maroc en interne, évidemment, on en a parlé, mais le Maroc international, avec une politique suivie et intéressante de coopération avec l'Espagne, avec la France, avec l'Allemagne, un certain nombre de pays, avec les États-Unis aussi, et avec un échange d'informations. Je vous signale qu'en avril 2025, il y aura l'Assemblée générale d'Interpol à Marrakech. Alors, comment se fait le travail? En 2 mots, le travail se fait par le suivi de la cybersécurité, également le suivi des sources de financement, et puis un recoupement d'informations, soit locales, soit partagées avec d'autres pays. Merci beaucoup, Mostafa Sahimi. Merci à vous également, professeur Dabbabi. Toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode Question d'actu. Très bonne soirée.